Le théâtre a toujours été présent dans le système scolaire et il contribue à la formation des jeunes depuis des générations. Et s'il devenait obligatoire, on en parle avec nos invités. Gildas Leroux, vous êtes scénariste et producteur d'un documentaire qui s'appelle L'école en actes, où vous parlez justement du théâtre à l'école. On va en parler un peu plus tard. Clément Destouès, vous êtes étudiant en master à l'ESSEC, prestigieuse école de commerce, en double diplôme avec l'ENSAE, non moins prestigieuse école de statistique, et membre de l'association Comédia, puisqu'on fait aussi beaucoup de théâtre dans les grandes écoles françaises. Olivier Letellier, vous êtes directeur d'une institution très prestigieuse qui s'appelle les Tréteaux de France, un théâtre itinérant qui existe depuis 1959, qui a été dirigé avant vous par des personnalités comme Marcel Maréchal notamment, et qui a accueilli Georges Brassens à l'époque, enfin, qui a une histoire assez incroyable. Et vous avez créé le Kilt, donc vous nous expliquerez les tenants et les aboutissants. Et Éloi Passot, journaliste au Figaro étudiant. Alors Éloi, est-ce que le théâtre pourrait un jour devenir obligatoire à l'école? En fait, il devrait déjà l'être. Et quand je dis ça, c'est pas un vœu pieux, mais c'est juste un rappel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier 2024, en fait, Emmanuel Macron avait fait une conférence de presse dans laquelle il avait annoncé, il avait dit souhaiter, je cite, que le théâtre devienne un passage obligé au collège dès la rentrée prochaine, donc septembre 2024, parce que cela donne confiance. Et puis il avait aussi parlé... Lui, ça lui a donné confiance. Voilà, ça lui a donné confiance. Et puis il avait aussi déclaré cela apprend l'oralité au contact des grands textes, mais force est de constater effectivement que l'idée a été abandonnée à Race Campagne. Alors pourquoi l'idée a-t-elle été abandonnée? Justement, c'est un peu difficile à dire parce que le gouvernement avait plus vraiment communiqué en fait sur le sujet après la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Et puis il y avait beaucoup de choses qui restaient assez floues, c'est-à-dire combien d'heures par semaine, dans quelle classe, pour quel niveau, quels profs prennent en charge ce genre d'heures, est-ce que c'est des professeurs de français, est-ce que ça vient à la place de la musique ou des arts plastiques. Il y avait même une question écrite d'une députée écologiste qui s'appelle Marie Pochon sur le sujet et qui avait été laissée sans réponse, donc voilà, le mystère restait un peu entier, en tout cas. Encore aujourd'hui, le théâtre n'est pas obligatoire à l'école, ça c'est sûr. Pourtant, Brigitte Macron était professeure de théâtre d'Emmanuel Macron quand même. Alors aujourd'hui, quelle est la place du théâtre à l'école? Alors évidemment, c'est possible de faire du théâtre à l'école. Je donne deux modalités pour en faire, mais il y en a peut-être d'autres, c'est pour l'essentiel. Il y a d'abord les classes en horaire aménagé. Donc ça peut exister à partir de la 6e, voire de l'école élémentaire, et ça peut aller jusqu'à la 3e. C'est le cas, je donne un exemple parmi d'autres, au collège Paul Verlaine à Paris. Donc là, les élèves qui sont en horaire aménagé ont 3 heures par semaine de théâtre. Et c'est en partenariat avec le conservatoire municipal Paul Ducasse. Ça leur permet de travailler peut-être dans des salles et puis avec des professeurs adaptés. Et puis il y a aussi effectivement la possibilité de faire du théâtre au lycée, évidemment. Alors ça peut être soit en option et puis même en spécialité pour le bac. Donc là, autre exemple, le lycée Jean Cocteau à Marseille. Si on choisit cette spécialisation en première, on a 4 heures de théâtre par semaine. Si c'est en terminale, on a 6 heures par semaine. Et dans ce lycée, il y a une salle de théâtre aussi pour pouvoir s'exercer, faire des cours. Et puis il y a aussi des sorties régulières qui sont organisées pour aller voir des pièces dans le cadre de cette spécialité. Mais donc la question reste entière et je vous la pose, Gildas Leroux. Est-ce que vous seriez favorable à ce que le théâtre devienne obligatoire? Juste, Éloi, avant d'écouter Gildas, la réponse de Gildas Leroux, on va écouter la bande-annonce du documentaire avec plaisir. L'école en actes. Le théâtre n'est pas que l'art du texte, ça peut être l'art du corps, du mouvement. C'est une place pour le corps, c'est une place pour le geste, c'est une place pour la voix, c'est une place pour l'autre, tout simplement, c'est une place pour l'écoute et le regard sur l'autre. Et je trouve ça important parce que les mômes, quand on leur dit on va travailler des textes qui ne sont pas faits pour vous, qui sont difficiles à dire, même pour les adultes, même pour des comédiens professionnels, tout de suite, il y a une petite lueur de défi dans l'œil et ça les intéresse. Parle honnêtement, bouffon! Ne te flatte pas, bouffon! Le théâtre enseigne l'autre. Pourquoi il l'enseigne? Parce qu'il le cherche. Nous, acteurs, metteurs en scène, nous cherchons l'autre. Nous cherchons comment comprendre, comment incarner, comment, je dirais, imaginer, tout simplement, l'autre.
on oublie qui on est et on joue le rôle qui nous est attribué. Pour moi, le théâtre, c'est de la joie. On se sent libre. C'est une chance exceptionnelle d'enseigner le théâtre, justement parce qu'aucune année ne ressemble à la précédente. Le théâtre en milieu scolaire, il peut avoir cette force-là aussi de rabattre les cartes. Ça me fait un petit coup de vieux, je dois vous le confesser quand même, parce que quand j'étais au lycée, j'ai passé un bac théâtre et tout ça, je viens de vous le dire, et puis aujourd'hui c'est mon spectacle qui passe au bac. C'est quand même un peu... Gilles Lasleroux, alors est-ce que vous seriez favorable à ce que le théâtre soit obligatoire à l'école? Ah mais très largement. Très largement. Si je prends... Alors, je dirige une société depuis 30 ans maintenant que j'ai créée, qui s'appelle la Compagnie des Indes, qui filme environ 40 pièces de théâtre par an, qui est partenaire du Festival d'Avignon depuis 30 ans, justement, où nous filmons en direct différentes pièces du festival, diffusées sur différentes chaînes de télévision publiques ou privées. Mais sinon, on filme par exemple tous les spectacles du IN depuis 30 ans, pour mémoire, parce que sinon il n'y a pas de mémoire. La mémoire du théâtre, c'est beaucoup des photos, c'est des décors que l'on brûle, des costumes que l'on met dans la naphtaline, mais il n'y a pas d'image. Donc, il y avait peu d'images, et maintenant, voilà. Et ces pièces de théâtre, on peut les revoir, on peut les laisser voir à des élèves de lycée, de collège, pour qu'ils puissent avoir accès à, finalement, c'est un peu des monuments nationaux parfois, des pièces de théâtre de Gérard Philippe à Avignon, par exemple. Est-ce que c'est accessible? En l'occurrence, sur Gérard Philippe, il y a eu très peu d'images, c'est un peu toujours les mêmes que l'on voit. Moi, je n'ai commencé qu'en 96, avec Jérôme Deschamps, en l'occurrence, avec Les Pieds dans l'eau. Mais évidemment, vous imaginez que 55 pièces du festival IN par an, multipliées par 36 ans, ça fait énormément de pièces. Et tout ça, nous le faisons sur nos propres deniers et nous le versons à la BNF, parce que la BNF, c'est un monument qui est fait pour ça. Voilà, donc les chercheurs, les étudiants peuvent aller voir tout ça à la BNF. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la genèse de ce documentaire? Effectivement, la Compagnie des Indes est très impliquée dans le processus de partager, mais aussi est très impliquée dans le processus de l'éducation. Et par là même, on est proche d'une association qui s'appelle l'ANRAT, qui a été créée il y a maintenant 40 ans, 41 ans pour être précis, par Ariane Nouchkine et Jack Lang. Et ils m'ont dit, ce serait bien de faire, pour fêter les 40 ans, un film institutionnel. J'aurais dit non, on va faire un film grand public. Ah bon, très bien. Et j'aurais dit, je l'écris, j'écris le film, je le propose à France Télévisions qui me disent, on n'en a pas grand-chose à faire. Arte, la même chose. Mais Tétu et Breton, je dis, c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc on l'a fait, évidemment, avec un peu partout, dans la France entière. L'ANRAT nous a dit, allez à tel endroit, tel endroit, tel endroit. On a fait des écoles avec des petits, des grands, des très grands. Et évidemment, les gamins devant la caméra, ils sont bruts de pommes. Et c'est extraordinaire, parce qu'ils vous disent ce que le théâtre leur apporte, quoi. Donc, le fait de ne plus être timide, le fait de pouvoir passer des examens en oral sans difficulté, que le problème de la mode, pour eux, n'existe plus. Donc ça a été extraordinaire, j'étais très heureux évidemment de ce résultat, et de ce fait, ça s'est un peu connu dans le monde du théâtre, et des gens comme Philippe Torreton m'ont dit, mais moi Gilda, j'enseigne, viens me voir enseigner. Vincent de Dienne m'a dit, mais moi, c'est mon prof de troisième, quand j'étais à Chalon-sur-Saône, qui m'a ouvert le crâne, viens voir mon prof de français. Thomas Joly, dont j'ai eu la chance de filmer tous les spectacles, tous ces spectacles, m'a dit, mais effectivement, moi c'est hyper important, tu t'imagines, j'ai passé le bac théâtre et aujourd'hui les élèves passent leur bac théâtre avec mon Richard III. Donc je dis, viens au lycée Montaigne à Paris, ils sont en train de passer le bac après-demain, et là il répète, il est venu. Il s'est fait tout petit, je n'avais pas prévenu les élèves. Et là, il a vu ses élèves donner du Richard III. Pour tout vous dire, mes caméras étaient là, mais il s'est mis à pleurer d'émotion. Et après, parce que lui-même a passé le bac théâtre créé, alors j'ai appris ça en 89. Voilà ce bac qui existe toujours. Clément, alors je ne sais pas si vous avez passé le bac théâtre pour intégrer l'ESSEC, je ne pense pas. Pour intégrer l'ESSEC, non. Mais par contre, le théâtre est dans votre vie depuis quand en fait? Depuis quelques années, donc maintenant je suis en année de Master 2, donc comme vous l'avez dit, à l'ESSEC, à l'ENSAE, et donc je fais du théâtre depuis le lycée, donc depuis la seconde, où j'ai rejoint l'option théâtre de mon lycée bordelais.
Donc j'ai pu faire 3 années de théâtre. Donc la 3e a été un petit peu tronquée pour un petit événement, le Covid. On s'en souvient pas. Oui. Ensuite, j'ai dû arrêter pour cause de classe préparatoire durant 2 ans. Et j'étais bien content de reprendre lors de mon entrée à l'ESSEC, dans mon association étudiante, donc où on joue des pièces assez régulièrement, tous les ans, plusieurs pièces de théâtre. Et justement, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir fait du théâtre au lycée ? Au lycée, je pense que c'est d'abord une ouverture culturelle assez importante, comme vous l'avez rappelé. Le théâtre au lycée, c'est pas seulement la pratique du théâtre, c'est aussi l'ouverture à d'autres types de pièces, d'autres types d'écriture. On allait régulièrement voir des pièces au TNBA, donc qui est le Théâtre National de Bordeaux-Aquitaine, qui avait un partenariat avec mon lycée. Donc on était régulièrement conviés tous les mois, tous les 2 mois comme ça, à aller voir des pièces sur des sujets totalement différents. Est-ce que ça vous a aidé le jour des... vous avez passé des concours pour intégrer l'ESSEC, vous avez passé des... même pour le grand oral, hein, pour le bac. Est-ce que cette expérience de théâtre, et même pour des stages, j'imagine, est-ce que ça vous a servi et ça vous a donné de l'assurance, tout simplement ? Alors, bien sûr, le théâtre, c'est une éducation à l'art oratoire. J'ai pas eu la chance de passer le grand oral, c'était l'année, il a été instauré l'année juste après ma promotion au bac. Mais effectivement, le théâtre, ça nous apprend en tant qu'étudiants à présenter, à savoir se comporter en public, avoir la bonne diction, adopter le bon ton. Et bien sûr, en entretien, quand on nous demande de faire des présentations aussi en cours, je suis en école de commerce, donc on nous demande beaucoup de présenter, on nous apprend beaucoup donc, de soft skills, donc qui nous permettent les soft skills, c'est le mot pour l'expression, pour dire les compétences sociales. Voilà. Oui, préciser. Il y a tout un vocabulaire, il y a le pitch, hein, c'est ça, un vocabulaire plus spécifique. Donc le soft skills qui s'oppose aux hard skills qu'on peut étudier plus en école d'ingénieur, donc qui se concentre plus sur la résolution de problèmes mathématiques avec une méthode bien précise. Donc le soft skills, ça fait référence, donc un anglicisme bien sûr, qui fait référence à toute la pratique qu'on peut avoir comme ça des compétences humaines. Et voilà. Olivier Letellier, vous êtes directeur des Tréteaux de France, hein, qui est une institution, comme je disais au début de l'émission, très prestigieuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez créé avec Kilt ? Alors Kilt, c'est pour qui lira le texte. C'est un escape game de la lecture théâtrale. C'est un jeu de lecture où un comédien va partager la lecture d'une pièce de théâtre avec une quinzaine de spectateurs. Et le texte sort du livre puisqu'il s'écrit sur les murs, sur des objets, au sol, partout dans la pièce, des fois même sur le corps des comédiens. Et en fait, l'idée c'est simple, c'est vous lisez ce qui est en rouge, moi je lis ce qui est en bleu. Ok, et on y va. Et ensemble, on va découvrir le texte, la pièce de théâtre, et le comédien va nous guider non pas en disant c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi, mais simplement parce qu'il regarde à un endroit où le texte est écrit en bleu, et juste en dessous, on va lire en rouge. Et puis bleu, rouge, comme ça nous guider à différents endroits, et on va ensemble donc découvrir cette pièce. L'idée, c'est d'inviter le spectateur à être dans la peau du personnage. Par exemple, dans une des scènes, le personnage est en train de refaire ses lacets. Alors le texte est écrit au sol, en tout petit, où on est obligé de se baisser pour pouvoir aller le lire. Ou bien il y a 2 personnages qui se disent adieu. Et là, le texte, il est écrit sur 2 rouleaux de papier où on est obligé, pour lire face à face le dialogue, de dérouler. Et à la fin de la scène, on est à 6 mètres l'un de l'autre. Donc ça a été comment rendre ludique la lecture à voix haute d'une pièce de théâtre où les 15 spectateurs incarnent des fois en chœur, des fois individuellement, les différents personnages et de les mettre en jeu aussi émotionnellement. Et là, vous proposez ça dans le cadre de l'école ? Alors ça, on le fait dans les collèges, dans les écoles primaires, dans des lycées, ou bien dans des théâtres, dans des médiathèques, dans des lieux de patrimoine, enfin différents endroits. Et effectivement, sur le temps scolaire, il y a beaucoup de classes qui viennent participer à ça, parce que c'est une formidable manière de découvrir le texte de théâtre, et puis de plonger très très rapidement dans cette chose qui est de jouer. De prendre du plaisir à jouer. Et moi, j'ai inventé ce système-là parce que la lecture à voix haute est quelque chose qui me tétanise. Vous me donnez un texte à lire et ça me fait peur. En fait, je reste bloqué, etc. Et je me suis dit, j'ai envie d'en faire un jeu et de partager ce jeu. Voilà. Éloi Passot, c'est maintenant le moment du pas de côté. Vous allez nous parler du rapport entre le théâtre et la politique. C'est vrai que le théâtre ne forme pas seulement les acteurs.
Oui, il peut former aussi des hommes politiques. En tout cas, il y a pas mal d'hommes politiques qui ont fait référence à leurs années de théâtre dans leur jeunesse, dans leur vie étudiante, lycéenne, collégienne. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Sophie, d'Emmanuel Macron. Bah, voilà, tout le monde connaît l'histoire de sa rencontre avec celle qui est aujourd'hui Brigitte Macron, mais qui était sa professeure de français donc au lycée à Amiens, et aussi sa professeure de théâtre. Et c'est effectivement des anecdotes amusantes parce que France 3 avait aussi retrouvé des images en fait d'une pièce jouée qui avait été jouée en mai 1993. Donc à ce moment-là, Emmanuel Macron avait 15 ans. Il était en seconde et il était monté sur les planches pour interpréter donc la comédie du langage de Jean Tardieu, et il jouait un épouvantail, donc c'est quand même assez amusant. Et puis il y avait aussi ces images de Gabriel Attal qui avait parlé du théâtre quand il était jeune. Donc là, il avait été filmé, il avait 9 ans et il était élève dans la prestigieuse école alsacienne dans le 6e arrondissement de Paris. Et il avait déjà joué dans quelques pièces de fin d'année. Et dans cet extrait, il disait qu'il voulait devenir acteur. Et il parlait de son papa qui travaillait dans le cinéma et qui lui avait dit « Mais si tu veux devenir acteur, il faut que tu commences par le théâtre ». Alors, est-ce que vous avez d'autres anecdotes amusantes de ce genre sur les hommes politiques? J'ai cherché un peu, j'en ai trouvé quelques-unes. Et ce qui est drôle aussi avec le théâtre, je pense que nos invités ne me démentiront pas, c'est qu'on peut incarner effectivement des personnalités, des personnages qui n'ont absolument rien à voir avec la personne que nous sommes nous. Et par exemple, quand il était collégien à Yvetot en Seine-et-Marne, Jean-Luc Mélenchon aurait joué un timide dans la pièce de La Biche, Les Deux Timides. Donc ça, c'est une confidence d'un de ses anciens camarades qu'il avait faite à la presse. Donc c'est quand même amusant d'imaginer Jean-Luc Mélenchon dans ce rôle-là. Et puis il y avait aussi une autre anecdote, celle de Valérie Pécresse qui avait parlé du théâtre dans une émission qui s'appelait Thé ou Café. Elle disait qu'elle avait essayé le théâtre amateur quand elle était jeune, et qu'elle rêvait même à une période de sa vie de devenir actrice. Et puis, elle avait dit avec humour, mais il y avait des filles beaucoup plus jolies que moi pour jouer les jeunes premières. Voilà. Alors, pourquoi le théâtre est une bonne école de la politique? En fait, c'est presque un lieu commun de voir un peu dans le théâtre une forme d'allégorie de la politique, parce que c'est vrai que dans la politique, il y a des grands acteurs et puis des seconds rôles. Il y a des grands complots, il y a des petites trahisons, il y a des coups de théâtre, sans mauvais jeu de mots. Il y a des mensonges et puis il y a des mises en scène qui sont parfois plus ou moins réussies. On se souvient des moqueries que Valérie Pécresse avait essuyées quand elle avait fait son meeting un peu raté lors de la dernière présidentielle. Et puis, si on reparle de Jean-Luc Mélenchon, quelles que soient nos idées, c'est quand même compliqué de ne pas lui reconnaître des grands talents d'orateur. Je me tourne vers vous, Olivier Le Tellier, vous accompagnez... Vous avez accompagné, puis vous accompagnez aussi des jeunes. Est-ce que vous conseilleriez à des jeunes qui sont intéressés par la politique de faire du théâtre? Je conseillerais à tout le monde de faire du théâtre pour ces raisons-là, parce que c'est quelque chose qui nous transporte ailleurs, qui nous fait nous découvrir nous-mêmes. Et donc forcément, tout le monde devrait en faire. Et que ce soit quelque chose d'obligatoire, je ne sais pas, mais en tout cas de proposer dans toutes les écoles, ça l'est à plein d'endroits, mais ça devrait l'être davantage, oui. En tout cas, si c'est une école de l'empathie, c'est peut-être en ça aussi une bonne école de la politique. C'est quand même un rapport aux autres, un service aux autres. Certainement. Vous n'avez pas l'air convaincu. Je ne sais pas si la politique est vraiment de l'empathie. Ouais. Olivier Le Tellier, vous aviez découvert le théâtre au lycée, Non, moi, pire, à la maternelle. Comme quoi l'orientation se fait en maternelle. Exactement. C'est mon institut de moyenne section de maternelle qui m'a fait faire du théâtre, et après, dès que j'ai pu, à l'école, et c'est vraiment par ce biais-là, à l'école avec la prof de lycée où il y avait un atelier, au collège où il y avait des ateliers théâtre, danse, musique, dès que je pouvais, j'y allais, et c'est vraiment une prof de sciences éco qui avait un atelier théâtre au lycée qui m'a permis de venir et qui m'a fait découvrir ça. Mais j'ai l'impression que le théâtre était beaucoup plus présent quand on voit des témoignages, quand on lit des livres sur les années 50 ou les années 30. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de théâtre dans ces années-là qu'après, non? Je sais pas. Alors moi, je sais pas, je suis après, vraiment. Non, mais vous n'avez pas connu les années 30, mais je sais pas, j'ai l'impression que le théâtre a toujours existé dans les écoles, finalement. Je crois, oui. Il y a toujours des témoignages. Mais il y a des époques où il y en a plus que d'autres, quoi. Mais vous en l'avez fait finalement pendant toute votre scolarité. Oui, et puis ça existe encore, visiblement. Ça existe encore. Je ne pourrais pas me prononcer sur la France des années 30 ou 40, mais en tout cas, actuellement, oui, c'est sûr que je vois beaucoup de mes camarades, même en école actuellement, qui ont déjà pratiqué le théâtre aussi au lycée et qui le faisaient déjà avant. Gildas Leroux, vous avez eu le déclic, vous, à l'école ou... Non, pas vraiment. Non, c'est en mettant les pieds au Festival d'Avignon où là, j'ai eu vraiment un flash pas possible en me disant il faut
Il faut absolument filmer ce théâtre, le faire partager au plus grand nombre, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller dans des salles de spectacle. Et voilà, c'est avant tout pour ça que j'ai fait. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez sur les hommes politiques, moi, puisque je n'ai pas eu de diffuseur pour ce film et qu'on l'a produit sur nos propres deniers, nous l'avons envoyé avec l'ANRAT au ministre de l'Éducation nationale de l'époque. Voilà. Et le ministre de l'Éducation a dit, mais c'est très très bien, c'est diffusé sur quelle chaîne? Je dis, c'est pas diffusé. Comment c'est pas diffusé? Mais je vais appeler la direction d'Arte et de France Télévisions, Delphine Ernotte, je dis, si vous voulez. Et il dit, en tous les cas, il y a une projection, oui, au Théâtre de la Ville, chez Emmanuel Le Marcy-Motta. Il me dit, je serai présent. 3 jours après, le chef de cabinet me rappelle en disant, il ne peut pas venir, il est nommé Premier ministre. Ah oui. Ah oui. Il y a beaucoup de... Et proum, patatrac. C'est une bonne excuse pour ne pas honorer un rendez-vous. Oui, non, enfin oui, c'est vraiment une bonne excuse en l'occurrence. Bah oui, mais lui, il était vraiment à fou dingue de ce qu'il y aurait beaucoup plus d'éducation de théâtre à l'école. Ouais. Mais là, maintenant, on n'en parle plus du tout. Il y a toujours quand même le bac théâtre. Oui, bien sûr, mais je vois à l'heure actuelle les coupes budgétaires partout dans la culture en France qui sont absolument catastrophiques et dramatiques. Et un des drames, c'est que les DRAC, aujourd'hui, sont en train de couper dans leur budget. Dans leur budget, il y a entre autres le fait que dans les classes, il y a des professeurs qui font des binômes avec des acteurs, des comédiens ou des metteurs en scène pour les gamins ou les moins gamins, etc. Ben là, c'est... Tous les jours, il y a des DRAC un peu partout en France qui disent on n'a plus les budgets, on ne le fait plus, on ne le fait plus, on ne le fait plus. Donc, alarme. Alarme. Clément, quelles sont les valeurs partagées par finalement les comédiens, les metteurs en scène, les écrivains, ceux qui écrivent les pièces, selon vous? Qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes? Je pense une valeur très importante qu'on apprend au théâtre et dont on fait vraiment l'expérience, c'est vraiment la solidarité. Parce qu'on travaille sur une pièce tout au long de l'année, qu'on représente généralement en fin d'année scolaire. Et vraiment, chacun a son rôle et a sa place définie dans la pièce. Et c'est très difficile, voire impossible, de remplacer quelqu'un comme ça au pied levé. C'est très important que tous les acteurs, toutes les actrices soient présentes à chaque répétition pour progresser ensemble. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Donc il y avait à la fois cette notion d'esprit de groupe, de travailler ensemble pour atteindre un objectif, et vraiment cet esprit aussi de camaraderie, de solidarité qui se développe très fortement entre les acteurs. Olivier Letellier, vous le confirmez pour la solidarité? Oui, évidemment. Quel message vous voulez donner aux jeunes qui veulent faire du théâtre à l'école, qui veulent développer cet art-là, ou même un message adressé aux enseignants qui veulent développer dans leur lycée, dans leur collège? Je crois que c'est un grand espace de liberté, où on va pouvoir se surpasser, on va pouvoir se découvrir soi-même, découvrir les autres, échanger, construire ensemble. Donc construire ensemble, c'est quand même pas rien dans cette société-là, de se dire que c'est pas une société individuelle, mais au contraire, c'est une société collective, c'est un projet très très collectif de faire du théâtre. Oui, Clément parlait de solidarité. Et c'est ça, en fait. C'est la troupe. Oui, c'est cet esprit de troupe. Et puis, c'est aussi la curiosité. C'est d'aller voir des spectacles, d'aller découvrir des textes, d'aller raconter des histoires qui ne sont pas forcément les nôtres, mais de découvrir qu'il y a des auteurs qui écrivent dans d'autres pays, dans d'autres langues. Il y a d'autres manières de faire du théâtre que ce qu'on a vu uniquement. Et donc, c'est cette ouverture-là qu'apporte la culture plus largement. Gilles Dass? Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, évidemment, nous filmons des spectacles avec quelquefois des décors gigantesques, des comédiens, 12, 15, et en fait, on filme aussi beaucoup de lecture. Et la lecture d'une pièce, d'un texte, c'est l'essentiel de l'essentiel. La personne qui l'a écrite, l'auteur, et la personne qui le dit. Et quelquefois, mes équipes, quand elles reviennent de tournage, et qu'elles ont simplement filmé une lecture, elles ont eu quelquefois beaucoup plus d'émotion que de voir des spectacles gigantesques, énormes. Donc l'essentiel de l'essentiel, il est là. C'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être grâce à l'imaginaire qui, à ce moment-là, est énormément suscité. Oui, justement vous êtes directeur des Tréteaux de France, qui est quand même une institution. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler quel est son rôle justement de pédagogie c'est quand même un théâtre qui va à la rencontre. Les Tréteaux de France, c'est un centre dramatique national itinérant. Et voilà. Effectivement, la mission depuis toujours, c'est d'aller à la rencontre des nouveaux publics. Et, donc moi, des jeunes en particulier. Alors depuis que j'ai pris la direction, c'est vraiment tourné sur les écritures contemporaines à l'adresse de la jeunesse. Et donc on va dans les établissements scolaires, que ce soit
primaire, lycée, collège, et on invite aussi les élèves à venir voir des œuvres un peu partout, puisque nous, notre mission, elle est... Vous allez dans toutes les régions de France? Dans toutes les régions de France, les territoires ultramarins, d'aller à l'étranger aussi, et donc de développer, en fait, nous, notre mission, c'est d'aller là où il n'y a pas de théâtre. Donc on fabrique des Vous avez œuvres. un chapiteau encore, comme dans les années... Oui. On voit des photos sur Internet, on voit le chapiteau dans les années 70. Est-ce qu'il existe toujours, ce chapiteau? Jean Danet. Oui, c'est voilà, ça. C'est le créateur des Creusot de France. Mais c'était à l'époque où il n'y avait pas tous les théâtres. La décentralisation n'avait pas fait son travail et il n'y avait pas des théâtres à proximité. Aujourd'hui, il y en a partout. Donc on ne tourne plus avec le chapiteau pour des questions économiques, écologiques. Mais on le pose l'été sur les îles de loisirs avec la région Île-de-France où là, on a un festival qui s'appelle l'Île-de-France Fête le Théâtre où il y a des œuvres qui sont proposées gratuitement tout l'été aux spectateurs qui ne peuvent pas partir en vacances. Pour évangéliser un peu les Français au théâtre. Gildas Leroux, est-ce que vous avez d'autres projets? Et est-ce que non, en voyant le documentaire, je me suis dit, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné de voir ces enfants finalement jouer avec leur langage? Étonné, non, ému, mais pas étonné. Non, c'est évident. Je sais une fois de plus ce qu'apporte l'oralité, le théâtre chez les gamins, donc j'ai pas du tout été étonné, mais j'étais simplement ému, quelquefois bouleversé d'ailleurs, de voir leur réaction. C'est incroyable comme des petites filles ou des petits garçons peuvent avoir le crâne tout d'un coup qui s'ouvre parce que justement cette approche du théâtre les amène à avoir une ouverture d'esprit qui ne songeaient même pas à accéder à cela. Donc voilà, c'est important. Quand on était en répétition dans une école en création du kilt, je me souviens d'une jeune fille qui devait être en CM1 qui lit tout un passage et à peine elle a terminé, elle se retourne vers son institut et elle dit « Maîtresse, je lis et j'aime ça ». Ah, c'est beau. Clément, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui vous a ému? Est-ce que vous faites partie d'une grande école prestigieuse, est-ce qu'il y a aussi l'idée de transmettre le goût du théâtre à d'autres populations, peut-être moins éduquées que des étudiants de l'ESSEC? Alors, bien sûr, on essaie de répartir aussi, de jouer. L'ESSEC, c'est à Cergy-Pontoise, donc une commune de banlieue parisienne. Et on va jouer, par exemple, avec notre association auprès d'une maison de quartier. On va également jouer devant des élèves qui sont issus du programme de tutorat de l'ESSEC, donc des élèves de collèges plutôt défavorisés, qui font partie donc du programme d'égalité des chances de l'ESSEC, pardon. Donc on va jouer devant eux, on va jouer dans ces maisons de quartier, et là aussi c'est un peu ce que vous disiez, l'idée c'est un peu de répandre la pratique du théâtre auprès de populations qui peut-être n'ont pas la chance de pouvoir en pratiquer dans leur lycée parce que c'est pas encore assez démocratisé ou qui n'ont justement pas eu l'occasion. Ils sont parfois un petit peu intimidés. Merci beaucoup à tous. Merci Gildas Leroux, merci Olivier Letellier, Clément, merci beaucoup. Éloi Passot, merci, et Cécile Brelot à la programmation. Merci à tous pour cette belle émission sur le théâtre et je vous dis à très bientôt dans une nouveau Paris d'école sur le Figaro TV.